Top Presse avec Christian Lissakonou. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre magazine, le Top Presse. Samedi 2 décembre, nous y sommes. La loi électorale n'est toujours pas adoptée par l'Assemblée nationale. La CENI, ou son calendrier, prévoyait qu'elle le soit depuis le 30 novembre. Le plan de décaissement attendu par le gouvernement, nous sommes toujours dans le calendrier de la CENI, devait être publié le 30 novembre. L'a-t-il été? Pour en parler avec nous, pour parler réalisation de ce calendrier électoral, pour parler de ses contraintes, mais aussi pour parler de l'indépendance de la CENI, nous recevons aujourd'hui le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur Corneille Nangaa. Monsieur Corneille Nangaa, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger aujourd'hui, de Zoom-Echo, Eric Chikuma, de l'agence France Presse, Bienvenue Bakoumania, de Top Congo FM, Thierry Kambundi, ainsi que de Radio Okapi, Jocelyne Moussa-Opondé. Alors, dans le vif du sujet, cette CENI, on en parle beaucoup depuis quelque temps. On parle particulièrement de son vice-président, surpris à Kingakati, et de son président, en conciliabule avec des députés du PPRD. Vous êtes de la majorité présidentielle, de l'opposition, ou ce que vous devriez être réellement indépendant? Qu'est-ce que la Commission électorale nationale indépendante? Elle est une institution d'appui à la démocratie instituée par la Constitution en son article 211. Il est enfin institué une Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo, jouissant d'une personnalité juridique. La CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante, est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote et de dépouillement, ainsi que de tout processus référendaire. À cet effet, sa mission, c'est d'assurer la régularité du processus électoral. De ce point de vue, bien qu'une institution indépendante, la CENI bénéficie de la collaboration des autres institutions. Et d'ailleurs, dans sa loi organique, il est prévu, bien entendu, qu'il y ait un vice-président dont l'une des missions est, entre autres, les contacts avec les parties prenantes, dont les partis politiques. Ce n'est pas étonnant de voir le vice-président de la CENI avec tel ou tel autre acteur politique. D'ailleurs, je peux vous dire qu'avant qu'il ne soit là où il était à ces jours-là, il était aussi avec d'autres personnalités politiques. Ceci étant, la CENI est une institution qui est comme un arbitre. Même dans un match de football, il n'est pas interdit à un arbitre de parler avec tel ou tel autre joueur ou tel membre d'équipe. Nous ne travaillons pas à vase clos, nous travaillons avec toutes les institutions et même en collaboration avec toutes les institutions, je dirais mieux en collaboration avec toutes les parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes? Vous avez dans un premier temps toutes les institutions, vous avez les acteurs politiques, opposition et majorité, vous avez les partenaires internationaux qui nous appuient, qui nous accompagnent, vous avez la société civile qui a un rôle très déterminant au processus, vous avez aussi la presse, les organes de presse que vous êtes. Bien entendu, au-delà de cela, le premier acteur de tout processus électoral, c'est d'abord, on a souvent tendance à l'oublier, c'est d'abord l'électeur. Les électeurs, et c'est eux qui sont. C'est dans ce cadre qu'en collaborant avec tous, vous me verrez partout. Je serai avec les membres des institutions, je serai avec les acteurs politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, je serai avec la société civile, mais aussi avec les électeurs. Tout ça, c'est la théorie, Monsieur le Président de la CENI. Certains députés ou des membres de la classe politique de l'opposition se sont eux aussi émus de vous voir au fleuve Congo et de voir Norbert Basengezi en opération selfie avec le président de la République. J'étais effectivement à l'hôtel du fleuve Congo et ça nous, évidemment, quand vous dites qu'il y a tel ou tel acteur politique qui s'est étonné, ça m'étonnerait aussi. Nous avons été conviés à des préconsultations
au débat sur la loi électorale par le président de l'Assemblée nationale. Nous avons eu des séances de travail technique avec tous les groupes parlementaires de la majorité ainsi que les groupes parlementaires de l'opposition. Ce n'est donc pas une question de voir tel ou tel autre camp. Nous discutons avec tout le monde et ça nous le faisons en vertu de l'article 9 de la loi organique de la CENI qui fait de la CENI conseiller technique aussi bien au gouvernement qu'au Parlement sur toutes les questions touchant les cadres légaux liés aux élections. Jocelyne Moussaoponde, Radio Okapi. Vous nous rassurez donc de l'indépendance de la CENI vis-à-vis de forces politiques comme le PPRD? Non seulement vis-à-vis des forces politiques comme le PPRD, mais aussi vis-à-vis de l'opposition et aussi vis-à-vis de toutes les autres parties prenantes. Nous sommes indépendants, mais cette indépendance s'organise autour de l'environnement dans lequel nous opérons. Entre autres, comme nous l'avons dit, nous sommes arbitres, mais nous collaborons avec toutes les parties prenantes, le tout pour aboutir à un processus électoral apaisé. Parlons toujours de cette indépendance de la CENI. L'OIF, lors de sa récente mission en RDC, a proposé que la CENI se fasse accompagner des experts internationaux pour que tout le monde ait foi au processus ou au reste du processus électoral. Qu'en pensez-vous? Madame, la question de la crédibilité, c'est une question importante pour un processus électoral. Surtout dans un environnement où, comme le nôtre aujourd'hui, où il y a une méfiance absolue, d'abord entre acteurs eux-mêmes. Entre les acteurs, quand vous parlez des acteurs de l'opposition et de la majorité, c'est comme s'ils ne se parlaient pas, même si en réalité ils sont toujours ensemble. Entre les acteurs, aussi bien de la majorité que de l'opposition, envers le processus électoral, et même des fois envers ma personne, la crédibilité s'est construite. Et la crédibilité c'est construit donc à partir des faits. J'ai toujours demandé qu'on me juge des faits. Parce que autant vous dites qu'il y a tel ou tel acteur politique de tel groupe politique dit ceci, autant les autres le disent. Ce qui est sûr, c'est que nous travaillons pour que nous ayons de bonnes élections. Et ces élections dépendent aussi de cette crédibilité. Revenant sur cette crédibilité, il faut la construire. Nous sommes tout à fait conscients du fait que depuis les élections de 2011, nous avons hérité d'une sorte de méfiance qui s'est installée envers le processus et la commission électorale. Reconstruire cette confiance, ce n'est pas par une baguette magique. C'est quelque chose qui va se faire avec le temps et nous travaillons pour ça. Ceci dit, qu'on ait les experts internationaux qui viendraient nous accompagner, ils sont toujours les bienvenus. D'ailleurs, cette question a été plutôt proposée par la CENI elle-même. Au demeurant, il faut, comme vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, nous avons une 50aine d'experts internationaux qui travaillent avec la CENI. C'est-à-dire tous les travaux que nous faisons en termes de planification, en termes de projections, nous les faisons quand même et nous bénéficions d'un accompagnement international à travers les experts et nous voulons remercier les partenaires internationaux pour ça. Faut-il encore qu'on ajoute d'autres experts? Ils seront les bienvenus. Seulement nous avions dit qu'il va falloir qu'on détermine très bien les termes de référence de ces experts pour indiquer clairement comment ils sont composés, comment ils rendent des comptes à qui, quels seraient les fondements juridiques des décisions ou recommandations qu'ils auront faites. Et ce travail est en cours. Nous sommes en train de travailler avec les partenaires dans ce sens-là. Et si cet élément peut aider à ajouter de la crédibilité au processus, il est le bienvenu pour la République démocratique du Congo. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur Nanga, on a du mal à croire à votre crédibilité ou à votre neutralité. Revenons sur la réunion de Kingakati. Au sortir de cette réunion des hauts cadres du PPRD, dans le compte-rendu, il a été dit clairement que c'était une réunion stratégique pour voir comment le PPRD peut, autour de son initiateur, remporter les élections à tous les niveaux. Qu'est-ce que Norbert Basengezi va y faire en tant que CENI, alors que ce n'est même pas le siège de ce parti politique-là? Bon, je n'ai pas été à cette réunion.
Et je ne fais pas partie du PPRD. Je n'ai même pas lu le compte rendu de cette réunion. Mais ce qui est sûr, c'est que le vice-président de la CENI, avant de se retrouver à cette réunion, il a eu l'autorisation de son président que je suis. Et il était Vous connaissiez l'objectif de l'organisation de cette réunion? Et il était question, c'est toi qui connais les objectifs, je n'en sais rien. Il était question pour la CENI d'aller mobiliser le gouvernement pour avoir le financement. À ce titre, il est allé avec un mandat bien précis. Mais et là, dire que non, est-ce que Nanga n'est pas crédible parce que le vice-président de la CENI a été dans une réunion... Il fait partie de votre bureau. Qui s'appelle stratégique, c'est dangereux. Allez mobiliser, Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vais vous prendre au mot. Allez mobiliser pour les financements dans une réunion stratégique d'un parti politique. Vous ne trouvez pas que ça ne colle pas? Je vous conseillerais de faire attention aux mots. Quand on entend stratégique, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Pour gagner. Écoutez, ils ont dit pour gagner. Tout parti politique travaille pour gagner les élections. Quand on parle de la stratégie, il n'y a aucun parti qui n'est pas de la stratégie. Et s'il n'est pas de la stratégie, donc il n'est pas un parti politique. Là, nous sommes d'accord, mais qu'est-ce que la CENI va faire dedans? Revenir que si cette réunion... Vous me ramenez à une réunion dont je ne connais pas l'objet et vous dites que c'était une réunion stratégique. Je n'en sais rien. Je pense que je n'ai pas assez d'éléments pour te dire qu'effectivement, on est allé pour telle ou telle autre chose. Mais ce qui est sûr, ce qui est évident, c'est que la CENI travaille pour avoir des élections apaisées. Et pour ce faire, la CENI consulte toutes les parties prenantes, y compris les parties prenantes institutionnelles. Ils se retrouvent et ils collaborent donc avec eux pour trouver solution à tout problème qui nous amènerait à ces élections. Je ne vous ai jamais vu, ni votre vice-président, au siège du Rassemblement, par exemple, pour consulter également à des réunions du Rassemblement comme celle qui était organisée à Kingakati. Non, ça ne se passe pas de cette manière. C'est-à-dire que de toute façon, pour que j'aille au Rassemblement, faut-il encore qu'il m'invite. Deuxièmement, il m'est arrivé de leur écrire des lettres pour leur demander de passer au sein de leur siège, mais s'ils ne vous acceptent pas, vous faites quoi? Mais cela n'est pas le point. Je suis en contact avec toutes les personnalités politiques, aussi bien du Rassemblement que de la majorité, et c'est ça mon devoir. Je n'ai pas autre choix que faire ça. J'irai toujours et je les consulterai, je les contacterai, même autour des débats aujourd'hui qui sont, par exemple, les débats qui sont en cours. Nous consultons, nous attendons, nous cherchons les avis des uns et des autres, surtout des personnalités. Le président Félix Tshisekedi, M. Pierre Lumbi, M. Lutundula, nous les consultons sur beaucoup de faits qui nous permettent d'avoir leurs avis sur tel ou tel autre aspect, et nous allons poursuivre avec ces consultations. Revenons sur la réunion dans un hôtel de Kinshasa avec des groupes parlementaires, comme vous l'avez dit. Tout d'abord, le siège de l'Assemblée nationale, on le sait, c'est au Palais du Peuple. Pourquoi être allé vous réunir avec des groupes parlementaires dans un hôtel? Et en plus, quels sont les opposants que vous avez rencontrés? Parce qu'il a été dit que vous avez vu et l'opposition et la majorité. Non, d'abord, ce n'est pas une réunion de la CENI. Il y a un président de l'Assemblée nationale à qui vous pouvez poser la question de savoir pourquoi les gens ne sont pas réunis à l'hémicycle. Mais ce qui est sûr, il arrive qu'il y a des travaux en commission qui se font en dehors de l'hémicycle. Là n'est pas le problème, ce n'est pas mon business. Mais quels sont les groupes parlementaires que nous avons rencontrés? Nous avons rencontré tous les groupes parlementaires. Et à la réunion dont vous faites mention, je suis sorti d'une salle pour entrer dans une autre salle. Et dans l'autre salle, c'était d'ailleurs la réunion la plus intéressante. C'était une réunion dans une salle pleine de plus de 80 personnes. De l'opposition? De l'opposition, des groupes parlementaires de l'opposition. C'était le même jour? Le même jour, 5 minutes après, je suis sorti d'une salle pour l'autre salle. Selon nos informations, c'était plutôt le jeudi pour la majorité, puis le vendredi pour l'opposition qui n'était même pas venue au complet. Le G7 a boycotté, le groupe parlementaire UDPS a boycotté notamment. On a commencé la réunion le jeudi. On a poursuivi la réunion le vendredi avec d'autres groupes. Mais ce qui est sûr, c'était le vendredi. Cette fois-là, on a commencé avec le groupe PPRD. Je suis sorti du groupe PPRD pour voir le groupe
opposition. Et dans l'opposition, on avait tous les représentants des partis d'opposition, dont les MLC, l'honorable Fidel Babala était là, dont les groupes IDPS alliés, l'honorable Fabien Moutonde. Non, pas Fabien Moutonde, l'honorable de Matadi, qui est l'élu de Matadi. Puela, il était là. Il était là pour le compte de son parti parce que nous avons contacté le président du groupe parlementaire qui nous a dit que l'UDPS est allié à rejeter cette réunion. Le G7 n'était pas là. Vous dites que vous avez rencontré tout le monde. Nous sommes allés dans ces groupes, dans ces réunions pour rencontrer les groupes parlementaires. Nous ne sommes pas allés rencontrer les responsables des partis politiques. Les groupes parlementaires, ce sont des élus. Et il ne m'appartenait pas de savoir tel ou de tel autre parti. Ce qui est sûr, on a rencontré une salle pleine de plus de 80 personnes de l'opposition et nous avons donné la même information technique qui nous a été demandée au groupe parlementaire aussi bien de l'opposition que de la majorité. Bienvenue Bakoumania, Agence France Presse. Oui, Monsieur le Président, est-ce qu'on vous voit souvent à l'aise avec la majorité et moins à l'aise avec les opposants? La majorité, qui soit dit en passant, épouse systématiquement toutes les positions de la Commission électorale indépendante. Est-ce que dans cet environnement de méfiance généralisée, vous l'avez dit, et vous avez même souligné que vous faisiez vous-même objet de cette méfiance, est-ce que vous avez entrepris des actions ou des attitudes qui puissent permettre à ce que vous soyez également à l'aise avec les opposants? Je suis à l'aise avec toute la classe politique et même avec vous les journalistes. Je suis très à l'aise avec tous les organes de presse, de toutes tendances. Ceci dit, qu'est-ce que ça veut dire être à l'aise? Et pourquoi vous affirmez tant que je suis à l'aise avec tout ce qui vient du gouvernement? Vous vous souvenez, il y a une année qu'il y avait ici ce qu'on appelle les commissaires spéciaux. Tu te souviens de cela? Mais la CENI a pris cette décision contre les gouvernements. On a remplacé les commissaires spéciaux avec des gouverneurs élus. Nous étions à l'aise avec les gouvernements en ce moment. Nous étions à l'aise avec la majorité en ce moment-là? Non. On nous a écrit, les ministres de Tamboué venaient de nous écrire pour nous demander, ou nous adjoindre un peu, pour inscrire certains prisonniers qui n'ont pas qualité. Nous avons dit non. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour lesquelles nous ne sommes pas toujours d'accord, ni avec la majorité, ni avec l'opposition. Nous sommes dans notre ligne. Notre ligne, c'est organiser les élections. Pour organiser les élections, nous devons collaborer avec les uns et les autres. Le gouvernement pour le financement, le Parlement pour ce qui concerne les lois, et le gouvernement encore pour la sécurité. Mais entre-temps, nous avons notre ligne de conduite, d'autant que la Constitution nous demande de jouir de notre personnalité juridique. Nous restons dans cette indépendance. Est-ce qu'entre-temps, il y a des actions ou certaines actions qui coïncident avec telle ou telle autre position? C'est ce qui est peut-être, ce n'est qu'une perception, et la CENI travaillera toujours, non pas parce que les gens pensent qu'il y a telle ou telle chose, mais en tenant compte de ses contraintes et de son indépendance pour arriver à ce que le peuple congolais attend, les élections. Oui, parce que vous parlez d'indépendance, on a tendance à croire que vous confondez cette indépendance à de l'arrogance. On l'a reproché à Malou Malou, on l'a reproché à Ngoï Mulunda, et vous c'est pareil. Vous avez arrêté la date du 23 décembre, on y arrivera, et vous avez dit c'est sans débat, le débat est dépassé. Est-ce que cette attitude favorisera ces consensus que tout le monde recherche pour des élections apaisées? Parce qu'en étant arrogant, dites-vous bien, en face, vous n'aurez pas des gens qui vont vous accepter facilement. Vous voyez ma face d'un arrogant? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je suis le président de la commission électorale. Vous, le peuple congolais, m'a donné, enfin le peuple congolais diront que non, on m'a donné mandat d'organiser les élections et d'être président d'une commission électorale. Cette commission pose ses actions en fonction de la loi. La loi dit que c'est la commission qui publie les calendriers.
Qu'est-ce que vous trouvez de mal à ça? Lorsque la CENI publie un calendrier que tout le monde attendait, la CENI, la publication de ces calendriers procède d'une décision prise en plénière. Alors, quand nous avons pris cette décision, c'est après avoir effectué des consultations. Ayant pris des consultations, nous avons tenu compte des attentes des uns et des autres. D'autres diraient que non, nous avons réduit les délais parce qu'il y avait tel ambassadeur qui était passé, qu'on sort. On ne peut pas demander à la CENI chose de son contraire. Qu'on lui demande d'être indépendant, et quand elle prend des décisions indépendantes, qu'on dise qu'elle est arrogante. Non, ça ne va pas. Nous appliquons la loi, et je préfère encore qu'on me juge arrogant parce que je respecte la loi, que de dire que non, je peux violer la loi en cherchant de toutes sortes de conciliabilité. Ce qui est sûr, la décision que nous avons prise de publier des calendriers, nous l'avons prise après avoir fait 1000 examens sur la situation. Entre-temps, les propositions resteront toujours ouvertes. Et nous remercions la classe politique. Ils sont nombreux, ceux qui font parvenir à la CENI des recommandations ou des conseils. Nous sommes très ouverts à ces conseils et nous remercions les uns les autres pour ce travail souvent très pertinent qui est proposé. Entre-temps, nous resterons dans cette ouverture pour discuter de tout, mais en tenant compte néanmoins du fait que la loi doit être respectée. Éric Tchikouma, Zoumeko. Merci beaucoup. Monsieur Corneille Nangaa, vous venez de dire tout à l'heure que le calendrier électoral, vous l'avez publié en tenant compte d'une certaine indépendance de la Commission électorale nationale indépendante, mais en âme et conscience, croyez-vous réellement en la tenue des élections en 2018? Les élections se tiendront le 23 décembre 2018. Vous en êtes sûr? Et il faut travailler pour qu'on y arrive. Et là, pour ce qui est de la CENI travaille dans ce sens-là. Je suis sûr parce que quand nous regardons ce qui est dans nos compétences, c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, l'annonce du calendrier présente beaucoup de mérites. Le premier mérite, c'est que vous voyez les débats en cours sur la loi. Le deuxième mérite est que vous avez toutes les parties prenantes, chacun ce qui les concerne, et qui est en train de bouger, travailler. Le gouvernement travaille sur le budget. Nous, la CENI, nous travaillons avec les partenaires. Hier, nous avons eu le plan de déploiement des matériels avec la Monisco. Tout ça, ça bouge. Et il faut que ça bouge de sorte qu'on arrive au 31, disons 23 décembre. Et c'est ça les conseils que j'ai toujours dit. Nous pouvons parler pendant toute une année, nous ne trouverons pas d'élection. Si nous voulons avoir des élections, il faut que nous fassions ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire pour que nous y arriverons. Et c'est ce qui nous intéresse. Parlons indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que le fonds alloué à la CENI pour son fonctionnement et pour les opérations électorales contribue-t-il à assurer réellement l'indépendance de l'institution que vous gérez? Non, la CENI est dotée d'une personnalité juridique. Et la CENI jouit de l'autonomie de gestion. Ça veut dire que tous les fonds mis à sa disposition sont gérés en toute indépendance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une nécessité de contrôle. Les contrôles se font conformément justement à la loi organique qui indique des institutions ou des acteurs appropriés pour mener ce genre de contrôle, parce que de toute façon, nous ne gérons pas les fonds qui nous appartiennent. Ce sont des fonds publics qui viennent du avec des arriérés des salaires, des arriérés de frais de fonctionnement, des opérateurs qui ont assuré l'enrôlement des électeurs n'ont pas été payés. Non, certains. Nous allons payer. C'est ça. Être responsable, c'est gérer les problèmes. Être responsable, ce n'est pas venir crier, présenter les problèmes, dire que non, ça ne va. Un responsable voit les problèmes et on trouve la solution et on avance. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, c'est l'occasion d'abord pour remercier ceux de ces vaillants Congolais qui ont travaillé avec nous
ils ont fait des sacrifices. Nous avons perdu en tout 24 personnes pour cette opération d'identification et enrôlement des électeurs. 24 personnes sont mortes. Donc 24 Congolais sont morts parce qu'ils travaillaient pour le pays. C'est comme des soldats qui sont morts au combat. Ils sont morts et nous les rendons hommage maintenant. En même temps, nous disons à ceux qui ont fait ces sacrifices que nous sommes en train de travailler et nous espérons que d'ici la semaine prochaine, là, nous allons commencer à éponger, à liquider tous les arriérés qui restent pour payer, pour remettre chacun dans son droit en termes de salaire. Monsieur Corneille Nangaa, nous allons revenir sur le nerf de la guerre, l'argent. Je vais un peu aller un peu plus loin que le spécialiste monétaire de cette émission, Zoumeko, sur l'indépendance financière. Est-ce que vous êtes indépendant quand vous dépendez financièrement d'une institution que l'on accuse de partialité? Quelle est cette institution? Le gouvernement. Bon, le gouvernement ne peut pas... C'est un gouvernement de la République. Non. C'est le gouvernement de la République. Je ne parle pas en termes de... Je ne peux pas parler en termes de ce que dit tel ou tel autre. C'est le gouvernement de la République, que vous l'aimiez ou pas, c'est ça notre gouvernement. C'est faisant. La Constitution prévoit les modes de collaboration entre la CENI et les autres institutions, dont le gouvernement. Ce que nous demandons, nous présentons au gouvernement nos besoins et le gouvernement finance les processus sous forme de dotations mises à la disposition de la CENI et la CENI, dans son indépendance, gère justement ces fonds pour arriver à ce que nous avons. Il n'y a pas de chantage à l'indépendance. Vous ne vous sentez pas diminué de ne pas voir certains fonds demandés décaissés? La CENI n'est pas une entreprise qui a des recettes à part. La Constitution dit que les financements de la CENI viennent du gouvernement. Nous n'avons pas de choix que collaborer avec eux. Et c'est ce qui s'est fait jusqu'à ce jour. Il faut dire, jusque-là, ça fait plus. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de l'identification et enrôlement des électeurs. 45 millions d'électeurs inscrits déjà sur fonds en termes de financement du gouvernement. Nous avons bénéficié, bien entendu, d'un appui logistique de la MONUSCO aussi. Mais ça, c'est le gouvernement qui est en train de le faire. Et même lorsque nous disons que d'ici la semaine, nous allons éponger tous les arriérés qui sont... De tous les salaires. Nous allons lancer les arriérés des salaires de nos personnels opérationnels. C'est parce que le gouvernement s'est engagé à mettre à la disposition de la CENI cela. Ça, c'est un effort louable. On va revenir sur ce que le gouvernement a déjà fait au cours de cette émission, notamment avec Éric Tchikouma. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes invité au PPRD, vous y allez, à l'AMP, on va dire PPRD-MP, le rassemblement, pas encore. Est-ce que... Je n'ai pas dit que pas encore. Pour ne pas parler d'indépendance, parlons de neutralité. Est-ce que vous vous sentez neutre? Je viens de la société civile. Ce qu'on ne sait toujours pas, c'est que j'ai été... Le mode de désignation, de ma désignation à la CENI, je voudrais quand même le répéter, c'est 4 étapes. Une présélection qui est faite par les responsables des confessions religieuses. S'il te plaît, c'est tellement important. Par les responsables des confessions religieuses, ils sont 8. Dès là, ma désignation est entérinée par le Parlement, disons par l'Assemblée nationale. Au-delà de l'Assemblée nationale, je suis investi par une ordonnance du chef de l'État, si bien qu'à la fin, je prête serment. Je suis donc un assermenté. Au-delà de tout cela, mes convictions, je suis un chrétien. Pas un chrétien de la rue, mais un vrai chrétien. Je me sens dans ce que je fais. Dans ce que je fais, je suis d'autant plus à l'aise que j'ai un principe que j'ai mis devant moi. Un principe qu'on appelle principe plus. Et c'est ce qui guide mon action. Qu'est-ce que ça veut dire, principe plus? C'est que ce que je fais, j'essaie de voir que ça obéit à la politique de la maison. P comme politique. Politique de la Commission électorale nationale indépendante. Ce n'est pas suffisant. Mon action que je mène, je vais à ce qui répondent à la loi. C'est ce qu'on appelle L, à la loi. Ce n'est pas toujours suffisant. J'essaie de faire en sorte que mon action obéisse à ce qui est plus ou moins reconnu comme universellement acceptable. C'est U. Et enfin, et c'est la dimension la plus importante, Thierry, c'est que ce que j'ai fait, j'essaie de faire en sorte que mon action obéisse à ce que moi-même, comme soi-même, je considère comme être bon
acceptable pour la République démocratique du Congo, pas pour Nanga, pour la République démocratique du Congo. Et c'est ça mon approche plus qui me guide. Ce faisant, est-ce que je suis neutre dans tout ce que j'ai fait jusque-là? Je me dis que je suis dans cette approche. Cependant, en tant qu'homme humain, je voulais profiter de ce micro. Que nous, dans les circonstances qui sont les nôtres, les circonstances qui sont telles que nous travaillons aujourd'hui, il nous arrive d'avoir des faux pas. Il nous arrive d'avoir des erreurs. Il nous arrive d'avoir tel ou tel autre élément qui n'est pas probablement, qui n'obéit pas à ce qu'attend telle ou telle autre personne. Pour cela, nous voudrions demander de l'indulgence à ceux qui ont eu cette perception que non, nous avons fait ceci, mais nous essayons de rester neutres. Nous voulons amener le peuple congolais à ces élections et qu'à ces élections qui viennent dans une circonstance particulière cette fois-ci, que ces élections soient plus ou moins acceptées, que les résultats ne posent aucun problème de crédibilité. On arrive justement à ces élections. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez été un peu plus vite que nous même, que la MONUSCO, ou avec la MONUSCO, vous avez élaboré le plan de mise à disposition des moyens pour l'appui logistique à l'organisation des opérations. Nous avons élaboré un plan logistique. Vous l'avez fait depuis hier. Et ce plan est désormais disponible conformément à ce que nous avions demandé comme contrainte. Dans le calendrier électoral. Ouais. MONUSCO, c'est bon. Ils ont réussi. Mais il y a deux autres contraintes au 30 novembre. Parlons du gouvernement. Où est ce plan de décaissement? Est-ce que vous l'avez déjà? Parlons de l'Assemblée. Les députés devraient aujourd'hui, samedi 2 décembre, voter la loi électorale. On ne peut pas s'installer dessus à ce stade. Parlons du gouvernement. Le plan de décaissement, vous l'avez? Le plan de décaissement, de toute façon, c'est un plan. On peut vous dire que c'est ça le papier. C'est ça, les documents qui font un plan. Nous sommes en train de travailler effectivement avec le gouvernement. Nous avons aujourd'hui le budget qui est déjà fixé. Et nous avons, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que les projets de budget déposés à l'Assemblée nationale, disons au Parlement, tient compte de cette exigence. Mais de l'autre côté, nous sommes maintenant en train de travailler sur le plan de décaissement qui, le plan de décaissement, lui, est obéi maintenant au seul principe que non, chaque mois, on fera quoi? Chaque mois, le gouvernement va donner quoi? Chaque mois, le gouvernement va donner... Nous sommes en train de travailler dessus. Nous espérons, bien entendu, que dans les jours qui viennent, nous allons le valider. Quant au Parlement, je voudrais d'abord ici saluer le travail qui est fait aujourd'hui et le débat républicain qui est engagé autour de certains points. De représentativité notamment. Autour de certains points qui rentrent dans la nouvelle loi électorale adoptée. C'est un travail, un débat républicain qui s'est engagé et nous nous en félicitons parce que c'est ce que nous avions voulu. L'essentiel, c'est qu'au cours de cette session, il va falloir que la loi soit adoptée au Parlement. Au cours de cette session ou avant le 31 novembre? C'était le 30 novembre. C'était le 31 novembre. C'était le 31 novembre. Le 30 novembre, s'il vous plaît. Elle n'est pas encore adoptée. Les débats est en cours. Nous espérons qu'il va être adopté au cours de cette session, donc avant les 15, de sorte que nous ne rations pas ce qui est prévu plus ou moins en termes du calendrier. Mais très important, nous devrions quand même. Ce n'est pas parce que la loi n'est pas adoptée au 30 que la date du 23 ne tient plus. La date du 23 tient toujours. 23 décembre 2018. Et nous allons faire des récupérations pour faire en sorte que nous arrivions à voir ces élections au 23. Bienvenue Bakoumania. Oui, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, l'argent c'est le nerf de la guerre, on l'a dit tout à l'heure. Et ce plan de décaissement, son avantage c'est de vous permettre d'engager des dépenses à temps utile. Le fait que ce plan traîne, est-ce que quelque part, Monsieur le Président, ça n'entame pas votre indépendance d'action? Est-ce que quelque part, Monsieur le Président, ces plans de décaissement qui traînent ne démontrent-ils pas que ceux qui gèrent les institutions peuvent jouer avec ce plan pour retarder ou obtenir un nouveau glissement du calendrier électoral? Non, je pense que le gouvernement est une institution responsable. La CENI est une institution responsable. Quand on dit un plan de décaissement, de toute façon, ce n'est qu'un document
Ce n'est pas ça le financement. C'est un engagement, Monsieur le Président. Non, ça peut être un engagement, même ce qui est du budget. Il est arrivé qu'il y ait des budgets, au niveau du budget, un engagement qui est formé de loi. On dit qu'on va mettre autant de millions à telle ou telle autre activité, mais que ça ne va pas pour telle ou telle autre raison. Ce qu'il faut faire, c'est que ce qui est sûr, nous saluons les efforts du gouvernement jusque-là en termes de financement, dans la mesure où c'est ces financements qui a permis que nous ayons aujourd'hui les 45 millions d'électeurs. Nous sommes en plein travaux, nous avons déjà commencé les travaux de dédoublonnage des fichiers, de sorte qu'à la session de mars, nous ayons la loi sur la répartition des sièges. Dès que la loi de la répartition des sièges est faite, nous allons ouvrir les bureaux de réception et de traitement des candidatures. Et c'est parti. Mais ces actions sont plus ou moins structurées, de sorte que nous n'arrêtions plus le processus. Cette structuration s'est faite méthodiquement. Quand nous disons que bien qu'il n'y ait pas de plan de décaissement aujourd'hui, des plans de décaissement qui est déjà validé avec nous travaillons dessus, mais le gouvernement continue à financer pour nous permettre de terminer le travail sur terrain qui est aujourd'hui au niveau du Kasaï. Donc, le plan, nous sommes en train de travailler sur le plan. Faisons en sorte que ces plans, qui n'est que des ambitions, deviennent réalité avec des financements. Oui, Monsieur le Président, vous êtes parti de 1,3 milliard et aujourd'hui, on parle plus ou moins des 500 millions. Est-ce dire que vous avez dans vos caisses 700 millions de dollars? Non, on ne parle pas de 500 millions. Ce qu'on dit, c'est que nous étions à 1,3 milliard. Mais les 1,3 milliard avaient 4 séquences. Première séquence, identification et enrôlement des électeurs, 400 millions de dollars. Deuxième séquence, élection conformément à l'accord du 31 décembre 2016. 3 scrutins présidentiels, législatifs nationaux et législatifs provinciaux à jour. Les budgets étaient de 550 millions de dollars. Et la troisième partie, c'était la partie liée aux élections municipales et locales. Et là, c'est ce qui coûtait, bien entendu, un peu plus de 380 millions de dollars. C'est l'ensemble qui est un budget triennal d'ailleurs. C'est l'ensemble qui représentait 1,3 milliard. Quand nous parlons aujourd'hui de 500 millions, ça dit que nous pensons que la partie enrôlement est derrière nous. Les 400 millions, si on les termine, sont derrière nous. Mais nous attendons la deuxième partie. Vous avez reçu les 400 millions. Et nous entrons à la deuxième partie, qui est de 550 millions de dollars, mais avec certains mécanismes. Tels que recommandés par l'accord du 31 décembre. Certains mécanismes de voir comment on peut réduire les coûts. Ça nous amène à un budget de 425 millions de dollars. Donc c'est cette deuxième partie. Est-ce que j'ai reçu les 400 millions? De toute façon, 45 millions de dollars, 45 millions d'électeurs, ça signifie que non, il y a eu des fonds. Je n'ai pas reçu les 400 millions de dollars encore. Je m'attends, il me reste encore aujourd'hui, pour clôturer l'enrôlement des électeurs, il me reste encore un peu plus de 70 millions. Et le gouvernement s'attelle à vider la question pour que nous clôturions l'enrôlement des électeurs. Éric Tchikouma. Oui, Monsieur le Président, admettez au moins que vous êtes en retard par rapport au deadline que vous-même vous avez fixé, par rapport au plan de décaissement de fonds électoraux avec le gouvernement. Éric, pourquoi vous cantonnez sur l'accessoire? Parce que vous l'aviez dit, excusez-moi, à la présentation du calendrier électoral, que ça allait avoir de répercussions sur le calendrier, sur la tenue des élections. Éric, laissez-moi vous répondre. Vous vous attelez sur l'accessoire parce que vous parlez du plan de décaissement. Je vous ai dit, un plan de décaissement n'est qu'un document. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? La mise en œuvre du budget. La mise en œuvre de ces plans. Concentrons-nous sur ça. Et c'est ce que nous faisons. C'est l'approche pragmatique qui va nous permettre d'avoir les élections au 23 décembre.
travaillons pour que les uns et les autres participent à ces financements. Disons que le gouvernement fasse ses efforts pour son gouvernement, pour ses financements, et nous allons avoir les élections. Nous l'avons dit à la publication du calendrier. Sans les financements, nous n'aurons pas des élections. Et maintenant, ne regardez pas encore des retards. Il y aura probablement des retards dans telle ou telle autre activité. Il faut qu'on reste dans les ajustements potentiels. Pourvu que le 23 décembre 2018, qu'il y ait des élections. Pourvu que le 23 décembre 2018, qu'on ait ces élections. Et nous devons travailler pour ça. Exactement, vous y travaillez, tel que vous venez de le dire tout à l'heure. Le gouvernement a prévu dans le projet du budget 2018 503 millions de dollars. C'est l'équivalent. C'est qui est une bonne chose, c'est qui vous permettra en fait de couvrir le 3 scrutins prévus pour l'année 2018. Absolument. Mais est-ce que vous avez déjà le plan détaillé, le plan budgétaire détaillé des opérations électorales que vous n'avez pas encore rendu public? Bon, il reste à savoir qu'est-ce que nous allons rendre public. En soit, ce que nous rendrons public, le budget des élections. Et les budgets réajustés en fonction des options que nous allons prendre sera rendu public dans les heures qui viennent. Il est même déjà là. Mais les plans de décaissement, en termes de dire engagement des uns et des autres pour dire tel mois nous allons décaisser autant et consorts, ce sont des documents internes entre la CENI et le gouvernement, ce qui va nous permettre d'arriver à cela. L'essentiel ici, c'est quoi? Faire en sorte que chacun joue son rôle. Nous attendons que le gouvernement joue son rôle pour que les peuples congolais aient les élections. Vous croyez à la bonne foi du gouvernement? Ce n'est pas un problème de foi, c'est un problème d'action. Le peuple congolais s'est choisi comme mode de gouvernance la démocratie. On ne peut donc pas faire l'économie des élections. Ce n'est pas un problème de croire à tel ou à tel autre, mais c'est une question de prendre ses responsabilités, que chaque institution prenne ses responsabilités, que le gouvernement nous donne les fonds nécessaires, que le gouvernement veille à la sécurisation du processus, que le Parlement vote les lois essentielles et que les acteurs politiques se mettent alors en ordre de bataille. Dès que nous avons ces éléments, c'est fini. Et pour les acteurs politiques, dont je salue la pertinence dans les analyses et surtout la pertinence des propositions, nous voudrions dire que nous leur demandons que la CENI reste ouverte aux propositions qui viendraient sur tel ou tel autre aspect, mais aussi nous leur demandons de ne pas être distraits. Parce qu'on parle beaucoup de stratégie ici, nous demandons à chaque acteur politique de se mettre en ordre de bataille. Il y aura les élections en décembre. Corneille Nangaa, en 2017, le gouvernement a prévu 746 millions dans le budget de l'État rectificatif pour les élections. Est-ce que cet argent a été décaissé? Deuxième question, non, ça n'a pas été décaissé. Mais quant à la responsabilité, il faut demander aux membres du gouvernement. Il y a un ministre du budget, il y a un ministre des Finances. Posez-leur cette question, ne me posez pas les questions qui relèvent du gouvernement. Ça a été décaissé à quelle hauteur? Ça a été décaissé à quelle hauteur? Je vous ai dit que la partie enrôlement des électeurs, c'était 400 millions de dollars. Ce qui a été décaissé est décliné dans nos 2 rapports annuels. Chaque année, nous présentons un rapport annuel. Le deuxième est au Parlement. Il est même prévu, en fait, un débat là-dessus. Donc, nous avons, ce que nous avons réussi, ça nous a permis plus ou moins d'avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Avec ça, ne pensez-vous pas 45 millions d'électeurs inscrits. Avec ça, ne pensez-vous pas que ça sera difficile de décaisser en 2018 les 503 millions de dollars qui sont prévus pour les élections? S'il vous plaît, Eric, et ça c'est un message que je lance à tous mes compatriotes du Congo. La République démocratique du Congo n'est pas une boutique, c'est un pays. C'est un pays, un grand pays parmi les grandes nations. C'est une question de responsabilité, une question de volonté politique. Les pays, je pense, moi je pars de l'idée. Je ne suis pas au gouvernement. Les jours où je serai probablement au gouvernement, si j'étais au gouvernement, je pouvais dire ce qu'il y a. Mais ce qui est sûr, il y a des responsables au gouvernement qui ont la responsabilité de donner ce qui est nécessaire pour arriver aux élections. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Là n'est pas mon travail. C'est un travail des autres. Le gouvernement est justement mis en place
pour régler ce genre de problèmes. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur Nanga, mais pourquoi vous cachez des chiffres? Pourquoi vous protégez à ce point le gouvernement? Sur les 700 millions prévus en 2017, vous avez reçu combien? Ce n'est pas difficile, si compliqué de le dire. Non, je n'ai pas dit que c'est difficile. Je suis dans une émission, je ne suis pas venu présenter le budget. Je vous ai dit que la première partie du budget avait trait à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Combien vous avez reçu concrètement? Combien vous avez reçu? Je suis en train de te répondre. Et le budget pour ce faire était de 400 millions de dollars. Pour l'acquisition des matériels, l'acquisition de tout ce qui est autre équipement, mais aussi pour la prise en charge opérationnelle des travailleurs, des agents, et toutes les autres opérations de supervision, logistique, carburant et autres. Nous avons reçu, je l'ai dit ici, sur les 400 millions, il nous restait encore à peu près 70 millions que nous attendons du gouvernement. Est-ce que tu peux faire le calcul? Ça veut tout simplement dire, si vous avez 400 millions et qu'il vous reste, 70 millions, on a déjà reçu à peu près un peu plus de 300 millions de dollars. Ce sont ces fonds du gouvernement, reçus du gouvernement, qui ont permis, et ces fonds sont déclinés dans nos rapports annuels. Le rapport annuel de la CENI est un document officiel qui est même publié sur notre site. Vous avez l'occasion de parler à l'opinion. Alors, qui est même publié sur les sites. Dans ces rapports, nous déclinons justement quels sont les montants reçus et quels sont les montants comment ils ont été dépensés. Monsieur le Président, parlons du calendrier électoral. Où sont passés les 504 jours impératifs que vous brandissiez il y a quelques semaines à partir de la fin de l'opération enrôlement et identification enrôlement des électeurs? Comment ils ont fondu à un peu plus de 300 jours? Je voudrais vous remercier pour cette question parce que beaucoup n'ont même pas posé la question. Ils se sont mis eux-mêmes à répondre à cette question. Deuxièmement, je voudrais préciser que les 504 jours, les uns m'ont surnommé Peugeot 504. Je voudrais vous dire que les 504 jours, on n'avait jamais dit que c'était les 504 jours impératifs. Ce que nous avions dit à son temps, nous disions que toutes choses restant égales par ailleurs. Donc, si la tendance du financement reste la même, donc si les mouvements en termes politiques restent les mêmes, si, on aurait besoin de 3 scrutins. On aurait besoin de 504 jours, d'autant que c'est une première. On va organiser cette fois-ci, conformément à l'accord, 3 scrutins le même jour. Ça veut dire, le jour où vous allez voter, c'est dimanche, vous allez voter pour le président de la République de votre choix. Vous voterez ensuite pour les députés nationaux de votre choix et vous voterez aussi pour les députés provinciaux. Ça, on a compris, mais aujourd'hui, les 6 n'existent plus. C'est comme ça que toutes choses restant égales par ailleurs, nous avions dit on aurait besoin de 504 jours. Entre-temps, pour publier les calendriers, pour publier les calendriers, nous avons consulté. Nous avons eu des avis des uns et des autres, de la population en premier, mais aussi des acteurs politiques et de ceux qui nous entourent. D'autres diront que c'était à cause de l'ambassadeur. Non, elle a été consultée. Nous avons entendu tout le monde. Et ce qui est sûr, personne ne voulait attendre qu'on ait les élections en 2019. Donc c'était un ballot d'essai de la CENI. Donc pour la CENI, décembre 2019, les gens ont réagi négativement, puis vous êtes revenu sur votre décision. La CENI a donc travaillé pour voir comment réduire ces délais. Et il est aujourd'hui question de vous dire comment est-ce qu'on a réduit ces délais. Ces délais, nous les avons réduits en se disant, en prenant l'option de dire, nous pouvons réduire les délais en changeant le format des bulletins de vote. Parce que le vrai problème, c'est les bulletins de vote. C'est ce que vous attendez aujourd'hui, parler de la machine à voter et qu'on sort. Nous aurons désormais un bulletin de vote qui est plus ou moins à la normale, qui a un format normal. Ce faisant, l'impression des bulletins de vote n'est plus critique. Critique dans quel sens? On n'attendra pas qu'on ait fini le contentieux sur les candidatures pour lancer l'impression des bulletins de vote. On peut les lancer déjà aujourd'hui. Une machine à voter. C'est ce qui nous amène. Tu m'as posé une question. Je pensais que vous me permettriez de répondre à cette question. On va Président, le temps ne joue pas. Non, mais alors, moi aussi, il est question que les téléspectateurs
écoute très bien cette question. Nous avons donc, c'est cette disposition ou cette option qui nous a donc permis non seulement de réduire les délais, mais aussi de diminuer substantiellement le budget. Ce n'est plus 550 millions, on vous parle bien de 400 millions. Alors, ça nous a permis aussi de donner des éléments, des gages de crédibilité. Parce qu'il est question que les élections qu'on va avoir, que ça soit vraiment, qu'on ait ce qu'on appelle la vérité des urnes. C'est ça les actions qui étaient mises ensemble et qui ont permis de réduire. Et je pense que la CENI méritait plutôt des félicitations pour cela. Parce que nous avons rejoint plus ou moins les attentes des uns et des autres. Une machine à voter que vous avez acquise sans appel d'offres, sans même attendre que l'actuelle loi électorale ne soit votée? C'est ça la question. On anticipe beaucoup de choses et très souvent, on conteste ce qu'on n'a pas, disons, on ne comprend pas ce qu'on est en train de contester et finalement, à la fin, on conteste tout. Non. La question, c'est de dire, est-ce qu'on a déjà acquis la machine à voter? Pas encore. Et pourquoi vous affirmez ça? Ce que vous nous avez montré, c'est quoi? On n'a pas encore... Ce que vous défendez tous les jours, c'est quoi? On n'a pas encore acquis la machine à voter. On est dans... le processus administratif va commencer. Mais pour le moment, nous avons le prototype. Nous avons le prototype. Et je voudrais vous dire que c'est une intelligence congolaise. Une intelligence de la République démocratique du Congo. Il y a 2 mois, ces prototypes étaient en l'honneur au niveau des commissions du Forum mondial des commissions électorales à Bucarest. Et ça a été présenté par AWEB. AWEB, c'est le Forum mondial des commissions électorales, comme prototype des votes de la République démocratique du Congo. Intelligence congolaise, mais embarquée bien entendu dans un dispositif informatique bien déterminé. Donc, nous n'avons pas encore acquis la machine à voter, mais déjà qu'on parle que non, on l'a acquis. Non, pas encore. Le processus administratif va se poursuivre conformément à la loi et il y aura une transparence sur tout ce qui touche ce processus. Jocelyne Moussa-Oupondé. Je rebondis sur ce que vient de dire Thierry Kambundi. Vous parlez de la machine à voter qui est conçue, qui a une intelligence congolaise. Le prototype a été présenté. Doit-on considérer que la RDC va servir de cobaye pour cette machine qui n'est pas encore finalisée et qui sera essayée dans quelques... Cobaye, c'est peut-être trop dur, mais je peux vous dire, madame, que l'enrôlement biométrique des électeurs a commencé en République démocratique du Congo sur tous les pays africains. Ailleurs dans le monde. Je vous informe que l'enrôlement biométrique des électeurs, cette expérience a commencé au Congo. En Afrique, mais pas ailleurs dans le monde. Je suis en train de dire qu'il a commencé au Congo. Même ailleurs, ils n'ont pas la biométrie. Ils ont pris la biométrie plus tard. Entre-temps, est-ce que la RDC était considérée comme cobaye? Peut-être. C'est un point de vue. Mais en 2006 déjà, l'introduction de la biométrie avait posé le même problème. Nous sommes encore aujourd'hui à ce qui concerne la machine à voter. Je voudrais préciser que ce n'est pas un vote électronique. La RDC n'a pas encore la capacité technique et surtout opérationnel d'avoir un vote électronique. Parce que signifie un vote électronique? Un vote électronique signifie que vous avez des bulletins dématérialisés. C'est-à-dire, vous n'avez plus de bulletins papier. C'est un bulletin virtuel qui se trouve dans une machine. Ici, dans les cas d'espèce, on utilise des bulletins. Donc, ce n'est pas un vote électronique. Mais la machine, le principe, c'est seulement que chaque électeur va devoir imprimer son bulletin au niveau des bureaux de vote et voter avec son bulletin. Ça nous donne la crédibilité, ça nous gagne du temps. Est-ce que nous sommes en train de dire que la RDC est un cobaye? Non, ce n'est pas un cobaye, mais c'est la formule, la idoine, qui nous permet plus ou moins de régler les problèmes des contraintes qui sont les nôtres. Quelles sont les contraintes qui sont les nôtres? Il faut avoir les élections le plus rapidement possible. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour financer. Troisième, il y a le problème de crédibilité, c'est-à-dire, il faut que le jour des votes, tous les candidats obtiennent effectivement les voix qui leur appartiennent. Et aujourd'hui, avec la machine à voter, ça veut dire que nous aurons
Nous avons là deux éléments, deux sources de comparaison. Mais vous comptez sur quelque chose qui n'existe pas encore, si je vous comprends Comment bien. vous dites qu'il n'existe pas? Il existe. Et ce que nous faisons, les présentations, c'est sur base de quoi? Il existe. Aujourd'hui, on est en train de faire la démonstration au niveau de l'Assemblée nationale. Nous le ferons aussi à la deuxième chambre du Parlement. Les prototypes existent. Les processus d'acquisition est plutôt va commencer conformément à la loi. Voilà, Monsieur Corneille Nangaa, je reviens sur le projet de loi, de la nouvelle loi électorale en examen au Parlement que vous avez évoqué tantôt. La CENI soutient ou attend l'adoption de cette nouvelle loi. Cette loi qui, selon plusieurs observateurs, risque de restreindre l'espace politique en réduisant donc le nombre de partis politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que cela va à l'encontre de la Constitution de la RDC qui consacre le pluralisme politique? D'abord, je voudrais dire que c'est un projet de loi du gouvernement. Deux, je voudrais dire que la CENI ne soutient... L'avant-projet a été quand même travaillé avec la CENI. Je veux vous dire que non, c'est un projet de loi du gouvernement. La CENI n'a pas d'option ou ne soutient rien. Mais ce qui est sûr... La CENI l'attend du moins. Ce qui est sûr, la loi organique de la CENI, en son article 9 toujours, dit que la CENI est un conseiller technique, aussi bien au gouvernement qu'au Parlement, sur toutes les questions touchant les cadres légaux des élections. À ce titre, nous sommes des conseillers, nous avons été des conseillers pour éclairer pour donner des explications sur certains aspects techniques dus à la complexité de la question électorale. La question électorale est complexe. Il faut en être initié pour en savoir les méandres. Nous avons été conviés donc à cet exercice patriotique. Au gouvernement, il fallait que la CENI donne des explications. Au Parlement, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le secrétaire exécutif national est en train de faire justement de donner des explications techniques là-dessus. Donc c'est à ce titre que la CENI accompagne cette loi. L'essentiel est que la loi soit adoptée, quelle que soit l'option. Mais pour la CENI, elle a besoin de cette loi quelle pour avancer. Quelle que soit l'option, même si on retournait à la formule parti unique, parti État? Ça, c'est le pouvoir des législateurs. Parce que les autres partis vont disparaître de fait. C'est au pouvoir, c'est un pouvoir des législateurs. Encore qui peut ramener vraiment ces pays encore avec 600 partis à un parti-État? Mais si un parti ne peut pas avoir des représentants au niveau national, si un parti ne peut pas mobiliser, sensibiliser les électeurs sur toute l'étendue du pays, vous ne pensez pas que ce parti est appelé à disparaître un jour? Non, je pense que ce n'est pas ici le moment de discuter du contenu de cette loi, parce que le débat est en cours au Parlement, ceux qui en ont compétence. Moi, je n'en connais rien, je n'en connais pas grand-chose. Mais la CENI a été conseillée. Ce qui est sûr, une fois la loi adoptée, nous viendrons présenter les options techniques ou les innovations qui sont restées et qui ont été retenues dans ces lois. Merci à Eric Chikouma Zoumeko, merci à Bienvenue Makoumania, Agence France Presse, à Thierry Kambundi de Top Congo FM ainsi qu'à Jocelyne Moussa Opondé de Radio Okapi. Merci à vous, Monsieur Corneille Nangaa, d'être avec nous. Alors, on va terminer très rapidement, des questions auxquelles vous n'avez pas répondu. On va être clair. En 2016, c'était 400 millions, vous avez reçu 260 millions de dollars. En 2017, c'était 740 millions de budget, vous n'avez reçu que 80 millions de dollars à ce jour. Qu'est-ce qui vous dit qu'en 2018, vous recevrez les 500 millions? Qu'est-ce qui me dit que je vais recevoir les 4 millions? Ce n'est pas mon souci. Ah si. Moi, ce qui est important, c'est que nous ayons les élections le 23 décembre. Quel que soit le montant qu'on met à votre disposition. S'il vous plaît, en ayant les élections le 23 décembre, nous avons donné des contraintes en établissant les responsabilités des uns et des autres. Il nous appartient à nous tous de faire en sorte qu'on pousse les choses pour qu'on arrive à cela. Il est donc nécessaire, et nous le demandons au gouvernement, que le gouvernement se mobilise, c'est son rôle. Le gouvernement doit se mobiliser pour que nous ayons le nécessaire et amener le peuple congolais aux élections. Quand est-ce que vous direz que ce n'est pas possible?
si c'est pas possible? Si ce que vous attendez, si les contraintes ne sont pas respectées, vous nous le direz quand? Je ne vous le dirai pas. Vous avez constaté que le 30, il n'y a pas eu de loi. Est-ce que je vous l'ai dit? Chacun a le calendrier, est en train de voir. Il y aura des monitoring au niveau de chacun et chacun nous en tirerons les conséquences. Cependant, pour ce qui est de la commission électorale, le rôle de la commission électorale, c'est de faire en sorte qu'on arrive à ces élections. Nous travaillons là-dessus et nous allons y arriver. Quand est-ce que, comme maintenant, vous continuerez à nous dire que les élections auront lieu au 23 décembre 2018, même si vous savez ou saurez déjà que ce ne sera plus possible? Pourquoi tu es si pessimiste que ça? L'expérience. L'expérience. L'article 73 de la Constitution dit que la CENI doit convoquer l'électorat 90 jours avant la fin du mandat. Nous ne sommes plus en 2016. Moi, je reste positif. Nous avons un calendrier publié. Et ce calendrier fixe les élections au 23. Travaillons, faisons en sorte que nous ayons ces élections en 23. Nous aurons rendu un grand service au peuple congolais. On parle de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas la machine à voter, si la représentativité ne passe pas, est-ce que vous serez en moyen, avec ces 500 millions de budget votés, d'organiser les élections le 23 décembre 2018? Il faut assumer. Nous devons assumer. Les options, chaque option prise au niveau de la loi a ses conséquences. C'est-à-dire, si nous avions tablé à voir les élections le 23 décembre en utilisant la machine à voter, et que l'option est prise qu'on n'utilise pas la machine à voter, la conséquence, c'est quoi? Nous assumons. C'est-à-dire que nous n'aurons pas ces élections, donc les élections n'auront pas lieu à cette date-là. Donc c'est la responsabilité des uns et des autres. La CENI a tablé sur un certain nombre d'hypothèses, et ces hypothèses, si elles sont tenues, nous arriverons à ce que nous disons. Mais au cas où ces hypothèses ne sont pas tenues, nous tirerons les conséquences, chacun ce qui les concerne. Sans machine à voter, sans représentativité, il n'y aura pas d'élection au 23 décembre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'entre pas encore dans les débats qui est au niveau du Parlement, mais les législateurs sont responsables pour ce qui est des lois. Nous assurerons, nous conduirons le peuple congolais aux élections en tenant compte, bien entendu, de ce qui aura été retenu comme option au niveau de la loi. Sans machine à voter, Corneille Nangaa continuera sa marche vers le 23 décembre? Ce qui est sûr, nous continuerons vers les élections. Nous continuerons vers les élections, mais nous vous avons dit, comme je le répète encore, nous avions tablé les 504 jours ont été diminués parce qu'il y a des options techniques qui ont été prises et parmi ces options figure l'usage de la machine à voter. Merci Corneille Nangaa, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec le Top Press, c'est la semaine prochaine, on fera le nécessaire pour ça. Vous retrouverez cette émission déjà ce soir sur KIN 24 à 21h. Le Top Press sera en rediffusion sur Top Congo demain dimanche à partir de 19h30. Cette émission sera aussi diffusée sur Numérica Télévision. Cette émission sera diffusée sur Siloé Télévision ainsi que sur Congo Web. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Top Press avec Christian Lissakonou. À la semaine prochaine.